Bonsoir à tous et bienvenue. Si vous nous rejoignez à l'instant, merci de choisir TVS pour vous informer. Atteint d'une scoliose depuis mars 2016, l'artiste gabonais Bakita Santos est très malade. Après une première opération au Maroc en mars 2018, son état de santé nécessite une autre intervention. En attendant une éventuelle aide des pouvoirs publics, ce sont quelques membres de la Corporation des artistes réunis qui se sont retrouvés à son chevet. Il fait partie des artistes ayant reçu le 15 février 2018 les premiers chèques au titre de la redevance des droits d'auteur. Bakita Santos a aujourd'hui de gros problèmes de santé. Quelles sont les démarches que vous avez eu à faire auprès des autorités, le Bugada, le ministre de la Culture? Qu'est-ce qui se passe? Concernant mon opération, je porte une prothèse. Je porte une prothèse qui occupe presque les 3/4 de la colonne vertébrale. Évacué au Maroc le 7 mars 2018 pour y subir une opération, l'artiste est de retour au pays le 24 mars 2018, mais son état de santé se complique. La prothèse est soutenue par 10 vis. Donc il y a les 2 vis du bas qui bougent, qui me demandent sincèrement de faire vite. Il faudrait que, si le Gabon peut encore accepter de m'évacuer. Face à l'urgence de la situation, l'artiste fait des pieds et des mains pour recueillir de l'aide. Des demandes d'aide qui demeurent pour l'instant sans résultat. Je suis constamment couché et c'est compliqué. J'ai écrit au ministre des Sports, de la Culture et du tourisme. Jusqu'à présent, je n'ai reçu aucune suite. J'ai demandé de l'aide au Bugada. Comme le Bugada m'a répondu sèchement comme ça, j'ai écrit directement au ministre, Bigué Binze. Jusqu'à présent, je n'ai aucune suite. Pourtant, la redevance des droits d'auteur dont jouit le malade prévoit une aide en pareille situation. Les artistes pour cela perçoivent au niveau du Gabon 70% de ces redevances et 30% sont reversés à la caisse sociale, sont pris par le Bugada, dont 20% pour le fonctionnement et 10% pour la caisse sociale. Donc, dans ce cas précisément, les 10% du Bugada devaient servir à soutenir les artistes, justement dans des cas de ce genre-là, de maladies, quelquefois même d'aide à la production et beaucoup d'autres choses. Pour l'heure, seuls quelques artistes réunis au sein du CAR ont manifesté leur soutien. Nous avons lancé un SOS sur, disons, les réseaux sociaux qui concernent les artistes, la GAMI et le CAR. Beaucoup d'artistes, ne se sont pas encore, disons, prononcés, mais quelques-uns ont déjà fait l'effort d'apporter une contribution financière. Alors c'est cette petite contribution financière que nous sommes venus aujourd'hui, disons, donner à notre frère Bakita Santos pour qu'au moins déjà il arrive à résoudre les choses les plus urgentes. Les jours s'annoncent difficiles pour l'audiovisuel public. Les agents de ce secteur, fédérés au CIPROCOM, syndicat des professionnels de la communication, ont tout simplement décidé d'entrer en grève illimitée à l'issue d'une assemblée générale tenue aujourd'hui. Les raisons de cette décision dans ce reportage signé Arnaud Babekong. Le ministre de la Communication, Guy Bertrand Mapangour, n'a pas eu un temps d'accalmie assez long avant que la tempête de la grève ne s'empare de l'audiovisuel public. Au cours de l'Assemblée générale du CIPROCOM, syndicat des professionnels de la communication tenue ce matin à la maison Georges Rahuri, les agents ont décidé de rentrer en grève sans commune mesure avec des effets bien plus que draconiens. Les adhérents membres du CIPROCOM décident de reprendre la grève de manière illimitée et avec effet immédiat. Pendant cette grève, le service minimum sera réduit à un journal télévisé et un journal parlé de 5 minutes. Ne doivent être diffusés dans ces éditions d'information que les éléments concernant le président de la République, chef de l'État. Compte tenu du fait qu'il peut arriver qu'il n'y ait pas les activités de la présidence,
il n'y aura pas d'édition d'information. Un seul clip sera diffusé en boucle à la radio et à la télévision de manière permanente. Une dernière chose, vous devez tous retenir, nous appelons chacun à un sens de responsabilité. Nous sommes conscients que des mesures vont être prises pour renforcer le dispositif de sécurité, pour nous empêcher de venir sur notre lieu de travail. Nous mettons en garde les directeurs généraux, le ministre, et y compris les agents des forces de sécurité, que si un agent est heurté, bousculé, blessé ou brutalisé sur son lieu de travail, des plaintes individuelles seront déposées au tribunal de Libreville contre d'abord les individus qui sont censés avoir soit suscité ces mesures de répression, soit provoqué une brutalité sur un agent. La grève démarre dès maintenant. S'il n'est pas 13 h, il n'y a pas de journal d'information. Nous invitons chacun à prendre ses responsabilités pour que cette grève puisse se passer dans de bonnes conditions. Je tiens à rappeler une dernière chose, c'est que le Cyprocom a la chance de faire tomber le mur à l'approche ou pendant les fêtes. Le 1er mai, nous avons fait partir le ministre. Le 17 août, il n'y aura pas de défilé. Pas de défilé le 17 août 2018 si les revendications des agents portant sur le paiement de la prime de rendement, le statut particulier des agents, la redevance ne soient traitées en profondeur par la tutelle, un avenir sombre et un pointillé qui pourrait bien incommoder les festivités de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale. Comment améliorer le cadre juridique de l'exercice de l'activité syndicale au ministère du Budget? La question a été débattue hier en séance de travail entre le secrétaire général du ministère du Budget et les syndicats relevant de cette administration à l'instruction du ministre du Budget, Jean-Fidèle Otandote. Le récit d'Arnaud Babekong. C'est dans la salle Jérôme Okinda du ministère du Budget que le secrétariat général du dit ministère et les organisations syndicales de ce département ministériel ont échangé longuement sur le cadre juridique en se référant à la loi numéro 18/92 du 18 mai 1993 fixant les conditions de constitution et le fonctionnement des organisations syndicales des agents de l'État. Une réunion de travail instruite par le ministre du Budget et mise en musique par le secrétaire général Arthur Benga Djembe qui en fera l'économie au sortir du conclave. Le but de cette réunion, c'était de partager entre nous, en interne, notre dynamique, notre disposition à accompagner le gouvernement dans la mise en place des mesures combien difficiles et salutaires qui ont été prises depuis le 21 juin 2018. Et nous, à notre niveau, puisque le secrétaire général est facilitateur des processus, je tenais à ce que, avec les syndicats, nous fassions l'économie, du moins l'état de lieu, des normes existant à la matière, c'est-à-dire le syndicalisme en matière professionnelle dans le milieu public. Donc c'est ce que nous avons essayé de faire en interrogeant au fond ce qu'on peut améliorer dans les lois 1892, en ce qui concerne le syndicalisme des agents publics, des agents de l'État, dans les lois 891 du 26 septembre 91, statut général des fonctionnaires, et dans la loi 1/2005 du 4 février 2005, statut général de la fonction publique, pour voir s'il n'y a pas de contradiction entre tous ces textes-là en ce qui concerne, n'est-ce pas, la mise en place, la création et le fonctionnement des organisations syndicales. Parce que nous voulons avoir une organisation qui ne souffre d'aucune contestation lorsque nous aurons à mettre en place des dispositifs qui nous permettent de protéger les intérêts professionnels de nos agents. Et nous, ne vous étonnez pas que le secrétaire général soit à la pointe de cela, parce que le secrétaire général est dans la hiérarchie d'accompagnement. Il n'est pas dans la hiérarchie de commandement que seul le ministre de l'État représente. Il nous donne l'instruction et nous exécutons pour lui apporter un cadre normatif cohérent pour permettre à ce que le syndicalisme, à notre niveau, se fasse de façon proactive et non pas lorsqu'il y a des difficultés. Voilà, en substance, ce que nous sommes partagés aujourd'hui. La parole a été donnée à tour de rôle afin que les incohérences et ambiguïtés de la loi numéro 18/92 du 18 mai 1993, de la loi numéro 8/91 du 26 septembre 1991 et la loi numéro 1/2005 du 4 avril 2005 soient mises à l'évidence s'il en était le cas.
Des propositions ont été faites afin de les améliorer, un travail très laborieux qui amène les parties à se retrouver très vite, le temps pour chacune d'elles de formuler les arguments d'amélioration de ces textes. Le navire Setekama, ralliant Port-Gentil à Libreville, a été reporté. Donc il a reporté son voyage, ce qui a provoqué la colère de ses passagers, notamment ceux de la CNI. Un report dû à plusieurs raisons évoquées. Plus de détails dans ce reportage de nos confrères de Média Plus. Convoqué le vendredi 13 juillet 2018 sur le quai de l'ancien port de la capitale économique, les passagers qui devaient monter à bord du navire le Setekama pour se rendre à Libreville ont finalement passé la nuit à Port-Gentil. Il faut qu'ils respectent quand même les passagers. S'il n'y a pas de voyage, nous sommes en convocation 15 h. Nous sommes arrivés ici à 15 h. On a embarqué les gens à 15 h même. On arrive ici, 20 h, on nous annonce que non, on ne voyage pas. On doit voyager à cause de la marée. On a raté la marée. On doit partir à 4 h. Les gens prennent les risques. Certains prennent les risques pour rentrer chez eux. D'autres sont partis chez eux. Comme moi, je suis parti chez moi. Je suis revenu à 3 h du matin. D'autres ont dormi ici, là. Il ne sait pas quel commandant il dort ou quoi, ne sait pas ce qu'il fait. Il fait quoi là-bas? Non, on veut partir, on fait quoi là? Depuis hier à 14 h qu'on est là, on fait quoi là? Oh, on va prendre les gens pour les chiffons au moins. On fait quoi? Selon ces derniers, les opérations de maintenance de la rampe de ce navire seraient à l'origine de ce problème. On a toujours fait filmer la rampe là, est-ce que c'est normal? Faut filmer la rampe là, on a soudé ça hier, quand on est venu ici 15 h, la rampe là est en train d'être soudée. À notre grand étonnement, les soudures se faisaient sur le champ. C'est-à-dire qu'on était en train de souder la rampe. Et après ces soudures de rampe là, il s'avère qu'autour de 20 h, on nous apprend que la marée est partie, le bateau ne peut plus bouger. Ils ont tenté de déplacer le bateau, malheureusement le bateau n'a pas bougé. Et nous sommes restés là toute la nuit sans aucune information. Aucune. Et ce matin, on nous aurait dit que si nous avons raté la marée à 19 h à cause des travaux qui se faisaient, il était question que ce matin, à 4 h, nous puissions partir. Alors à 4 h, je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Ils ont tenté de bouger leur bateau 1-2 fois. On ne nous dit rien. Et ce matin, il y a des mécaniciens qui arrivent pour nous faire comprendre qu'il y a une pièce qui déconne. Alors, là, ils viennent de prendre la pièce pour aller la chercher je ne sais où. Très en colère, certains citoyens n'ont pas hésité à dénoncer les mauvaises conditions dans lesquelles ils voyagent. Toujours à Port-Gentil, ce journal se poursuit avec cet exemple à suivre. Narcisse Louema, habitant du quartier Mbembe, alimente depuis quelques jours des commerciaux, notamment en orange et en mandarine, un retour à la terre qui est une volonté des habitants de cette ville. Mais le véritable problème reste la menace des animaux qui détruisent leurs récoltes et laissent ces villageois quelque peu affamés. C'est un verger, autrement dit un espace de terrain dévolu à la culture d'arbres fruitiers qui a été aménagé il y a plus d'une quinzaine d'années au village Pembe dans le département de Benje. Cette zone visitée il y a quelque temps alimente plusieurs espaces commerciaux de la ville de Port-Gentil, notamment en orange, pamplemousse, mandarine, mangue, pour ne citer que ces agrumes. Ça fait depuis 15 ans. J'ai débroussé, j'ai abattu. Après j'ai nettoyé tout, j'ai dégagé tout le terrain, après j'ai planté. Pamplemoussier, mandarinier, oranger, les jusqu'au mangue. On va à Port-Gentil. Dans les magasins comme Score, tout ça là. Le moment sur le marché quoi. Des magasins à Port-Gentil, puis après la récolte, nous nous rapprochons d'eux pour la vente. Et le reste c'est pour, bien sûr, pour manger. Cette initiative, soutenue par les fils de la localité, nourrit bel et bien son homme, mais avec beaucoup de difficultés. En ces lieux, le conflit homme-faune est très remarquable, ce depuis de longue date. L'arrivée des éléphants dans ce verger est une épreuve ardue régulièrement vécue par les agriculteurs. Nous sommes des personnes, on ne sait pas comment maintenant il faut faire vraiment pour se défendre ici. Il y a des moments jusqu'à 1 h, je suis là avec des filles, je cogne, ils n'arrivent pas à partir. Je ne sais pas comment il faut faire maintenant pour... Qu'est-ce qui vous confirme exactement que ce sont les éléphants? Ce sont les éléphants parce que de moment quand je sors, j'ai la torche, j'éclaire, de moment je les vois, je cogne dessus et allez. La semaine dernière, quand je suis arrivé, nous sommes arrivés, mais l'éléphant est arrivé carrément au village. Et nous avions même pris peur, d'abord par les hurlements, d'abord comme on a un petit chiot qui ne cessait d'aboyer,
Et quand on arrive, effectivement, on essaie d'éclairer, mais c'est l'éléphant. Mais Dieu merci encore que ces éléphants aussi, bon, ne nous agressent pas, encore la grâce, mais quand ils arrivent ici au niveau du verger, hein, mais c'est la catastrophe. Voilà un peu le gros souci du village. Nous plantons, mais ce sont les éléphants qui viennent manger. Et nous mourrons de faim. Le retour à la terre est une volonté et surtout une nécessité qui anime les habitants de Pembe depuis des décennies. Mais les initiatives telles que la mise en œuvre de ce verger tendent à disparaître faute du conflit homme-faune, quand bien même la problématique demeure exposée à l'échelle internationale, si bien qu'elle tarde encore à trouver des mesures efficaces sur le plan aussi départemental que national. Les pachydermes sont les espèces protégées mais qui menacent sans cesse la vie des populations gabonaises vivant en zone rurale, comme c'est le cas actuellement dans cette partie de la province de l'Ogooué-Maritime. La seconde phase de la révision de la liste électorale qui devrait durer 3 jours est ouverte depuis aujourd'hui. À cet effet, Lambert Noël Mata, le ministre de l'Intérieur, était face aux hommes et femmes des médias. C'était à l'occasion d'une conférence de presse tenue hier dans la commune d'Akanda. Devant la presse nationale et internationale, Lambert Noël Mata, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité, chargé de la décentralisation et du développement local, en a profité de cette rencontre pour faire le bilan de la première phase de la révision de la liste électorale au moment où démarre la seconde phase qui, elle, durera 3 jours. À l'issue de cette première phase, près de 25 000 données ont été envoyées. Et à l'issue du traitement qui a été effectué par le service, 59 000 citoyens ont été validés et 29 000 ont été invalidés simplement parce qu'il s'agissait de réinscription, de réenrôlement, ce que nous appelons du Japon les doubles. Ce qui fait qu'au 7 août, ce jour 2018, nous avons un collège électoral in situ, d'abord, sans reconnaissance de motifs consulaires, 680 000 élèves. Sont concernés par cet exercice qui a débuté ce jour et ce jusqu'au 10 août prochain. Contrairement à la première phase, cette révision ne concerne que 4 catégories de citoyens. Première catégorie, ceux des citoyens qui ont été régulièrement inscrits, mais dont les noms n'apparaissent pas sur les listes électorales provisoires qui ont commencé à être affichés il y a 2 jours. Sur l'évaluation du certificat d'inscription. Dans cette même catégorie, il faut y adjoindre ceux dont les données ont été mal transcrites, date de naissance ou le nom. Deuxième catégorie, les citoyens ayant fait l'objet d'une mutation ou d'une mise à retraite. Donc, dans le secteur public, parapublic, d'entreprise publique, sur présentation des actes qui attestent leur mutation ou leur mise à la retraite. Et sans penser également les enfants en âge de voter de ceux-là qui ont fait l'objet de mutation et de mise à la retraite. Troisième catégorie, ceux dont l'inscription aurait été ordonnée par l'instruction compétente. Et enfin, quatrième catégorie, et c'est la plus importante, celle des jeunes, celles des citoyens qui ont eu 18 ans, entre le 30 juin 2018 à 0h et ce jour, et ceux qui fêteront leur 18e anniversaire à compter ce jour jusqu'au 18 à 18h. Conformément à la loi, les données issues de cette séance seront traitées avant d'être acheminées au Centre gabonais des élections, au plus tard le 26 août 2018, abordant le volet lié au découpage électoral actuel et à la distribution future des cartes d'électeurs aux citoyens en âge de voter. À la suite de l'examen de l'ordonnance de 2018, janvier 2018, par les deux chambres du Parlement, par l'Assemblée nationale d'abord et par le Sénat ensuite, il y a eu quelques modifications qui n'altèrent pas le texte intégral qui a été transmis au Parlement.
les 133 sièges demeurent. Mes services seront publiés dans les 48 heures les 143 sièges dans leur configuration définitive. Pour le reste, avec la retraite électorale qui interviendra le mois prochain, vers le 26 de ce mois, vous serez tombé sûrement au siège du CGE où vous aurez cette transaction, il restera encore pour l'administration comme opération en amont qui est la distribution des cartes d'électeurs. Ici, on prend encore, mais je souhaiterais dire déjà ici que les cartes d'électeurs ne seront pas distribuées jusqu'à la veille du scrutin. Les tâches étant désormais bien déterminées entre l'administration et le CGE, il n'y a pas question que certaines opérations de l'administration puissent jouer les prolongations jusqu'à la veille du scrutin. Les cartes d'électeurs seront distribuées courant au mois de septembre pendant une trentaine de jours. Nous invitons donc les uns et les autres, le moment venu, à se rendre dans les différents centres qui seront ouverts sur l'ensemble du territoire national pour récupérer leurs cartes d'électeurs. Entendu, à l'issue des accords obligés, la carte d'électeur permet désormais d'accéder au bureau de vote, également d'effectuer, d'accomplir son devoir citoyen. Des informations capitales qui, en principe, viennent dissiper toutes les inquiétudes du public sur la tenue ou non des élections locales et législatives jumelées. Tout autre chose à présent, le gouverneur du Moyen-Ogooué a présidé une importante réunion avec les administrations et les notables dans le cadre des préparatifs des festivités du 17 août 2018. À cet effet, le gouverneur a souhaité que ces festivités se déroulent sans heurts. Le reportage d'Ephrem Biogoezo. Les préparatifs liés à la commémoration du Gabon à la souveraineté internationale vont bon train. Dans la ville du docteur Albert Choisir-Lambarné, les choses se précisent pour le mieux après la réunion tenue par le gouverneur de province, Michel Ngueba-Koumba, avec les chefs d'unité des forces de défense et de sécurité, les chefs des services provinciaux et les chefs de quartier. Parmi les points évoqués, la célébration de la journée du drapeau, la fête du 17 août et les divers. Pour ce qui est du premier point, le gouverneur a instruit à ce que la ville soit pavoisée aux couleurs nationales et que les populations et autres opérateurs économiques fassent de même aux devantures de leurs espaces de vie et de commerce. Comme vous le constatez, nous venons de tenir, en ma qualité de président du comité des fêtes du Moyen-Ogooué, nous venons de tenir sous la responsabilité de monsieur le gouverneur de la province une réunion pour sensibiliser les uns et les autres quant à l'organisation et la réussite de la fête nationale de l'indépendance. Et comme vous l'avez vu, le programme détaillé de la fête a été transmis, amendé par les uns et les autres. Le comité d'organisation mis en place aussi a été validé. Donc comme vous le voyez, c'est une sensibilisation pour l'ensemble des populations, parce que la fête nationale n'est pas la fête ni du gouverneur ni du comité, mais de l'ensemble des Gabonais et des Gabonaises. Donc c'est pourquoi nous venons de nous retrouver pour que le décor soit planté. Et comme vous le savez, la fête commence par la fête la journée nationale du drapeau, le jeudi 9. Ensuite suivra la journée du 14, du 15 et du 16, et qui sera clôturée par le 17 avec le grand défilé et la réception à la résidence de monsieur le gouverneur. Peu avant ces festivités, l'administration locale devrait se soumettre à l'exercice lié à la journée du drapeau prévue le 9 août au parvis du gouvernorat, laquelle sera présidée par Michel Ngueba-Koumba, gouverneur de la province du Moyen-Ogooué. À Libreville, à jour J-1 du sommet du grand basculement, l'apôtre des nations, Léopold Mutombo Kalombo, qu'accompagnait le révérend Dr Louis Mbadinga, est allé visiter le palais des sports de Petit Paris qui abritera la grande nuit du carnage ce 10 août 2018, occasion pour l'homme de Dieu de s'accoutumer
à ce lieu. Le reportage d'Inès Mungamombo. La Bible déclare « Là où la plante de ton pied foulera le sol, je te le donnerai en héritage ». C'est fort de cela que l'apôtre des nations Léopold Mutombo Kalombo a visité le palais des sports de Petit Paris, cadre choisi pour abriter la Grande Nuit du Carnaval ce 10 août, afin de s'accoutumer avec le lieu, mais aussi de se préparer en conséquence. La visite de ce matin, c'est, comme on dit, le fait de poser déjà des pieds sur un espace sur lequel il va travailler. Il était toujours bien qu'il découvre un tout petit peu le cadre à l'intérieur duquel en termes de prestations, il officiera. Donc c'est pourquoi nous avons voulu qu'il vienne ici pour voir de ses propres yeux ce que représente le palais des sports et de se faire une idée à lui-même déjà en termes dans le cadre de sa préparation personnelle sur ce qui se fera. À jour J-1, le révérend Dr Lumbadinga a rappelé au peuple de Dieu le programme du sommet du grand basculement qui se déroulera en 4 phases. Le programme c'est simple. Ce jeudi, nous aurons le privilège de nous retrouver du côté de l'hôtel Boulevard en 3 sessions, 9h, 12h, 17h. Je rappelle que ces sessions sont assujetties au port d'un badge et elles sont ouvertes principalement aux ministres de culte, à leurs collaborateurs, aux anciens, aux diacres, aux diaconesses, de même qu'à tous ceux qui au sein des communautés locales officient dans le culte, ont une responsabilité quelconque. Ensuite, nous serons du côté du Palais des Sports où nous sommes actuellement le vendredi 10 de 17h à 6h du matin. C'est une réunion, un programme ouvert. Je dis bien que c'est un programme libre et gratuit. Qui que vous êtes, où que vous soyez, vous êtes les bienvenus. Nous vous interpellons tous à venir. Le dimanche 12, il y aura un culte en 2 phases. La première phase de 9h à 12h30, laquelle portera autour de ce qu'on a appelé le culte du grand basculement sur les installations du quartier général du Centre mondial Shekina, situé dans la commune d'Ovindo, 3e entrée à droite derrière le CHU. Toutes les églises, tous les serviteurs de Dieu, tous les laïcs, tous les fidèles se retrouveront dans le même cadre pour ce que nous avons appelé la soirée de l'impactation, parce que ce ne sera que la continuité de ce qui aura commencé du côté de l'hôtel Boulevard, avec pour particularité le fait de prier pour ces hommes et ces femmes, investir le maximum de personnes, car c'est sa stratégie de travail. Elle porte essentiellement autour du fait que pour lui, toutes les fois qu'il va dans une nation, il enseigne, il prêche l'évangile, mais il souhaite davantage transmettre son état d'âme et son état d'esprit, le mettre au profit de ceux qui l'écoutent, afin que ceux-ci soient capables de reproduire la même chose que celle qui se passe à Kinshasa et à travers le monde. Un événement majeur réservé au corps de Christ du Gabon, espérant toutefois que le peuple de Dieu répondra massivement. L'actualité, c'est également hors de nos frontières. 3 journalistes russes tués par balle dans une embuscade à 300 km de la capitale de la Centrafrique. Ils enquêtaient sur une entreprise russe de sécurité. Presse internationale. Famille, collègues et amis, réunis pour un dernier adieu aux 3 journalistes russes tués en République centrafricaine. Kirill Radchenko, Alexander Rastorkouyev et Oran Jimal enquêtaient dans le pays sur une entreprise russe de sécurité lorsqu'ils ont été tués par balle dans une embuscade à 300 km de la capitale. Grâce à lui, les oppresseurs, les bourreaux et les violeurs ont dû affronter la vérité. Ils n'avaient pas peur de les regarder dans les yeux. Les journalistes travaillaient pour un média fondé par Mikhail Khodorkovsky, un ancien oligarque exilé et ennemi de longue date de Vladimir Poutine. Au centre de leur enquête, une entreprise bien discrète, Wagner Group, qui recrute des mercenaires russes. Elle n'a ni adresse, ni site internet, ni document officiel. Selon certains analystes, Moscou utilise l'entreprise pour certaines de ses opérations militaires à travers le monde, notamment au Moyen-Orient. Le pouvoir vénézuélien va traduire en justice des députés de l'opposition qui l'accusent d'être impliqués directement dans l'attaque présumée au drone contre le président Nicolás Maduro. Un attentat que l'ex-président du Parlement qualifie de farce. Presse internationale. Dans une longue allocution télévisée que le président Nicolás Maduro accuse. En ligne de mire, des figures majeures de l'opposition impliquées selon lui dans l'attaque au drone. Avec tout d'abord l'ancien président du Parlement Julio Borges, actuellement en exil, et aussi le député de l'opposition Juan Requesens. Un autre chef de l'opposition est mentionné, l'un des plus fous d'entre eux. Un psychopathe. Son nom est Requesens. C'est l'un des pires psychopathes de l'opposition.
Selon Primero Justicia, la formation d'opposition à laquelle Juan Requesens appartient, lui et sa sœur, ont été arrêtés ce mardi par le service vénézuélien du renseignement. Également dans le collimateur de Nicolás Maduro, la Colombie et son président tout juste sortant, Juan Manuel Santos. Jamais dans l'histoire on a vu quelque chose d'une telle magnitude. Qu'un pays voisin conspire pour engendrer des divisions, des morts, des attaques terroristes. Les terroristes sont entraînés en Colombie, sont financés en Colombie et sont couverts par Bogota. C'est justement depuis la Colombie qu'un ancien responsable de police vénézuélien affirme avoir orchestré l'opération. Passé dans l'opposition, il aurait organisé l'attaque au drone au sein de la résistance vénézuélienne, une association au contour flou composée de militants anti-Maduro. Nous avons organisé ce complot. Je fais partie de la résistance vénézuélienne. Je ne suis pas le leader ou le porte-parole parce que nous ne sommes tous que des simples soldats. Les députés de l'opposition accusés par Nicolás Maduro pourraient très bientôt être traduits en justice. L'Assemblée constituante vénézuélienne entame aujourd'hui un processus de suppression de leur immunité parlementaire. Et la page des sports de cette édition d'information nous ramène tout de suite à Libreville au Gabon. Initié par les jeunes entrepreneurs gabonais, un tournoi de Sixte se déroulera du côté du stade de Nzengayong, une deuxième édition qui connaît plusieurs innovations, comme nous l'explique ici le président de l'association dénommée 30 minutes à 5. Le récit de Mosconi Ngonomba. Deuxième édition qu'on organise au stade de Nzayong, qui consiste à 4 groupes de 4, des matchs de 30 minutes, 2 fois 15 minutes, pour 16 équipes, 31 matchs. Et nous espérons avoir plus de monde possible pour cet événement. Et pour justement le concept, parce que c'est un concept qui vient d'ailleurs et nous voulons l'implanter aussi ici. Et nous savons qu'il pourra bien marcher ici aussi. Donc c'est juste venir voir parce qu'il y en a qui ne croient pas sans avoir vu. Donc c'est venir voir pour voir comment le concept peut se faire. Et puis la deuxième édition du tournoi 6 de football s'est jouée au stade de Las Pélicans. Le public venu nombreux se poussait par l'animation de 12 équipes qui ont pris part à cette édition remportée par Sermel. Nous rapporte ici Ulrich Simaela. Le stade de Las Pélicans de Lambaréné a servi de cadre à la deuxième édition du tournoi Six. 12 équipes venant des différents quartiers de la côte de Lambaréné ont pris part à cette édition, dont 6 en corpo et 6 chez les jeunes. Le tournoi s'est joué durant toute la journée en système de 20 minutes, sans mi-temps et en demi-terrain de football. Au thème de la journée, c'est l'équipe de Sermel qui est arrivée en tête dans sa catégorie avec un total de 10 points. Et chez les jeunes, Marteau a fait carton plein en remportant 4 victoires en 4 matchs. Pour les organisateurs, ce tournoi permet de faire un brassage entre la nouvelle et l'ancienne génération. Vous ne pouvez pas voir une relève importante si le jeune d'aujourd'hui ne côtoie pas Makambo Jean-Robert. Il a quelque chose à transmettre. Ok? Vous ne pouvez pas avoir une jeunesse digne de ce nom si le jeune d'aujourd'hui ne compétit pas ou ne discute pas avec Guitino. C'est des joueurs qui ont fait l'histoire de cette province. C'est des joueurs qui ont quelque chose à transmettre aux jeunes. Donc c'est pourquoi, au lieu que de faire juste un tournoi de jeunes, sinon la transmission de cette sagesse, de ce savoir n'est pas fait, on fait en sorte qu'il y ait cet instant de partage entre les anciens et les jeunes. Mieux, c'est qu'aujourd'hui, la plupart de ces anciens sont responsables dans les clubs de notre province. C'est aussi l'occasion pour eux de détecter la bonne graine qui est encore chez nous. Ça ne sert à rien, comme je disais tout à l'heure, d'aller chercher loin, alors que chez nous, en faisant petit à petit, on peut avoir une vraie équipe compétitive avec les enfants de chez nous. Cette compétition qui a pour objectif d'occuper les populations en cette période des vacances termine dans un esprit de convivialité entre Migovéens. On a partagé un instant de solidarité, de convivialité, et c'est toujours bien à cette période de l'année, parce qu'il faut vous dire que nous qui sommes Migovéens, on attache beaucoup d'importance à la période des grandes vacances, comme on l'a toujours appelé. La période des grandes vacances a toujours permis de réunir la famille. La période des grandes vacances a toujours permis de ramener ceux qui sont dans des horizons divers pour pouvoir consolider le lien
fraternelle et familiale. Donc pour moi, c'est d'abord dans cet état d'esprit que l'on organise cet événement. L'équipe Sermel est sortie vainqueur de cette seconde édition. Elle succède à l'équipe de la Carrière, vainqueur de la précédente édition. Voilà, c'est sur ces images que se referme cette édition d'information réalisée par l'ensemble de la rédaction. Merci à tous de l'avoir suivi, mais surtout merci de votre fidélité. Surtout, n'oubliez pas, la nuit du grand carnage, ce sera le 10 août 2018 au Palais des Sports de Libreville.